Alors, vous êtes dirigeant d'une société qui s'appelle Okinea. Tenez. Et la petite zapette. Et donc, sur Internet, vous vous présentez comme un fournisseur ou un créateur d'accessibilité. Ouais. Ça veut dire quoi? Alors, ça fait des années qu'on est autour du handicap et on essaie de créer des solutions en partant de l'usage et d'améliorer la vie des personnes en situation de handicap dans plusieurs secteurs. Alors, au départ, notre travail, c'était d'abord les personnes déficientes visuelles et aveugles. Et aujourd'hui, on a plusieurs entreprises, du digital, on a de l'électronique, on a du bâtiment, qui apportent des solutions un peu de tout type pour tous les handicaps possibles. Donc, votre projet dans le cadre d'usine numérique, vous avez fait quoi alors? L'usine numérique, on n'a pas travaillé avec, on a travaillé avec l'ENE plutôt. L'ENE, ça sur nous a... les accompagnements, oui. Ouais, on a fait beaucoup d'accompagnements sur la partie background, CRM, outils de gestion, qui nous ont permis, nous, de nous concentrer, et c'est sur quoi je ferai ma présentation, sur notre cœur d'activité, nos méthodes et la transformation qu'on fait de manière assez agile, assez souvent. L'ENE, pour nous, c'est le partenaire qui nous a permis d'aller aussi très vite sur le background, parce que ça prend du temps et que si on n'avait pas fait évoluer cette partie-là, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait sur notre cœur d'activité. Je vous laisse le micro. Bonjour à tous. Alors, pour démarrer ma présentation, j'ai prévu une petite illustration, parce que dans cette salle, une bonne partie des personnes présentes ont probablement déjà participé à des réunions de conception de produits ou de services, de recueil de besoins ou de cahier des charges, avec des moments parfois un peu lunaires où on passe une bonne partie de la réunion à parler d'un micro-détail en oubliant qu'on a encore 50 autres points à aborder. Et puis en fin de réunion, on sait ce qu'on sait, on presse un petit peu le pas, on squeeze ces détails et on se dit que ça sera très très plus loin. Sauf que quand le produit arrive, sorti de développement, finalement personne n'a travaillé ces détails et on se retrouve avec un produit qui fait parfois flop, voire à l'échelle industrielle, il rentre au panthéon des accidents commerciaux. On peut penser au Galaxy Note 7 qui explosait dans la main des clients. C'est bien qu'à un moment donné, il y a des détails qui ont été squeezés. Alors pourquoi ? Parce que en fait, on fait trop de théorie, on fait trop d'intellectualisation des choses. Et la théorie, c'est un beau pays. J'aurais aimé vous dire, j'y suis jamais été. Mais c'est pas le cas. Moi aussi, j'ai joué à ça. J'ai cru que je pouvais tout anticiper et prévoir tous les besoins clients et avoir l'idée de génie qui allait faire la différence après. Mais non, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour témoigner de ça. Je m'appelle Édouard Vogely. Je fais partie de la société Okinea Tech. Nous sommes une petite PME basée à Champagne-au-Mont-d'Or et notre métier, c'est la signalétique sonore pour les déficients visuels et aveugles. Notre cœur d'activité, c'est le feu piéton sonore. Alors je vous ai pas mis les chiffres parce que vous comprenez déjà qu'on est une niche, mais comme toute niche, du coup, on vit dans la petite série et on vit dans les moyens contraints, donc on a besoin d'être astucieux assez tout le temps. Historiquement, on vient d'une personne qui a fondé la société parce qu'il voulait changer le monde, améliorer la vie des personnes aveugles, et il voulait vraiment améliorer l'usage. Il a mis une bonne dizaine d'années à faire naître ce marché des feux piétons sonores, marché sur lequel aujourd'hui on est leader. Mais par contre, c'est un marché qui s'essouffle. Donc, il y a 3 ans à peu près, on a émis le souhait de redevenir une société innovante parce qu'on n'innovait plus forcément. Donc, en fait, on est revenu au banc d'école. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce monsieur, c'est Frédéric Fréry. C'est un enseignant-chercheur assez connu qui anime des confs, fait des grosses interviews sur la stratégie d'entreprise et l'innovation. Et le message d'une des confs sur lequel nous, on a travaillé, c'est que l'innovation, ça sert à rapporter de l'argent, transformer des idées en factures, c'est son message clé. Et du coup, nous, on a fait une journée entière d'introspection de ce qu'on était, pour se rendre compte qu'on était très créatifs, très inventifs, mais qu'en fait, depuis 20 ans, on avait plein d'idées dans les tiroirs qui n'avaient jamais fonctionné, qui n'avaient jamais rencontré leur marché.
Donc sorti de ça, on s'est dit il faut qu'on change, il faut qu'on trouve les moyens d'améliorer les choses. Et du coup, on a mis en place un outil tout simple, c'est le POC. On en parle déjà depuis le début de la journée. La preuve de concept, avec ces 3 aspects-là qui sont primordiaux. Vous devez prouver que ça marche techniquement, que ça marche pour l'usager, mais surtout, et en particulier pour les petites PME, qu'il y a un marché derrière. Et nous, on en avait plein les tiroirs des innovations, des inventions qui marchaient techniquement, qui amélioraient la vie des usagers. Mais en fait, on faisait un client et derrière, en fait, on ne revendait pas ça. Donc, on a dit que toutes les nouvelles idées et toutes les nouvelles opportunités devaient passer par cette moulinette. On a mis en place un responsable innovation dans notre équipe qui avait pour but d'explorer ça et de nous faire progresser sur la partie marché, parce qu'on était bon en technique, on sortait de la R&D, on était bon en usage, ça fait 20 ans qu'on discutait avec des assos d'handicapés et d'aveugles, donc on savait un petit peu quelles étaient leurs attentes. En revanche, on n'arrivait pas forcément à bien pénétrer les marchés parce qu'on ne testait pas assez en amont. Alors quand on est une petite PME, pour tester le marché, vous n'avez pas beaucoup d'options. Lui a fait beaucoup de présentations PowerPoint chez le client à base de concepts. Et je vais vous illustrer ça sur 2 exemples concrets. Le premier, c'est la RATP, qui a sorti un appel d'offres sur les balises sonores. Alors les balises sonores, nous on en avait une version, c'est celle de gauche, mais la RATP voulait la meilleure balise sonore du marché avec toutes les fonctions des autres et toutes les meilleures caractéristiques possibles. Donc nous, sur la réponse à l'appel d'offres, on a bien dit qu'on était capable de tout faire. C'était pas tout à fait vrai à ce moment-là, mais on savait que techniquement on y arriverait. Par contre, on a fait un petit truc de plus que nos concurrents, c'est qu'on a mis un 3D à rendu réaliste dans notre présentation, qu'on a mis à côté de la photo de notre produit. C'est exactement ce qui était dans la réponse à l'appel d'offres. Et en fait, ça a fait illusion. La RATP s'est sentie rassurée sur le fait que le produit existait déjà, alors que non, on l'avait pas tout à fait. Et c'est en partie pour ça qu'on a gagné, alors grâce à d'autres points aussi, mais on a gagné ce marché. Aujourd'hui, ça a fait un relais de croissance pour l'entreprise assez important. Le deuxième projet d'envergure qu'on a gagné, qui est aujourd'hui notre relais d'avenir, c'est le projet de New York. Alors la ville de New York n'était pas du tout satisfaite de ce qu'il y avait en solution pour les personnes aveugles. Moi j'y suis allé, c'est vrai que c'est assez catastrophique. Et du coup ils ont sorti un appel à projet pour dire comment on peut faire mieux. Alors il y avait une 40aine d'entreprises qui ont répondu. Nous, on n'a pas tartiné de techniques et de produits, on a répondu avec des dessins et des infographies pour expliquer ce qu'on faisait nous en France. On a un petit peu amélioré les usages et on n'est pas allé plus loin. Et on est passé devant les 39 autres entreprises américaines qui avaient présenté un sujet. Pourquoi ? Parce qu'on était vraiment revenu au cœur de leurs besoins, c'était améliorer l'usage des personnes. Et pour ça, pour les 2 cas, en fait, ça ne nous a pas coûté grand-chose d'explorer le marché. On a fait un petit peu semblant, on a fait un peu de 3D et un petit peu de dessin. Et c'est ça qui a fait la différence. Et ça a forcément impacté le développement de nos produits. Parce que, en fait, quand vous vendez sur la base d'un PowerPoint, derrière, il faut produire ce que vous avez promis. Déjà, ça cadre votre cahier des charges de manière assez forte. Parce que ce qui se passait avant, comme beaucoup d'entreprises, on faisait un cahier des charges en interne. On faisait un gros pavé, on faisait le tour de la question, tout le monde était réuni. On sortait de ça, on allait voir un BE qui ne connaissait pas notre métier. On leur confiait le projet. On squeezait des détails, comme je vous ai dit en intro. Et puis, quand le produit est arrivé, et je vais parler juste de notre balise qu'on avait à l'époque, vous avez des jolis petits flops. Il y en a un qui est particulièrement fort sur celui-là, c'est que vous avez un enjoliveur autour de la balise. Pour ceux qui travaillent un peu en électronique, les ondes et le métal, ça ne fait pas bon ménage du tout. Cet enjoliveur, il a été rajouté par le marketing sans trop vérifier que ça avait un impact. Et comme le seul intérêt de cette balise, c'est d'être déclenché par une télécommande, en fait, on avait créé la première balise du marché qui était auto-inhibée. Je ne vous raconte pas la grosse réussite commerciale de ce produit. Mais du coup, maintenant, on fait différemment. Pour le projet New York, on est dans les méthodes agiles. Ça fait plus d'1 an en fait, que New York et d'autres clients testent un boîtier qui est un peu tout pourri. Clairement, il est juste esthétique. On voulait valider l'hypothèse de est-ce que ce produit esthétiquement conviendrait. Dedans, on a inclus les fonctions de base que nous, on sait faire. Et en fait, notre client fait les retours sur ce que lui sait faire, sur toute la partie mécanique, la partie technique. Et du coup, nous, on itère.
on prend ces retours clients, on enlève ce qu'on a fait qui ne sert à rien et on les rajoute dans les protos. Et du coup, on fait beaucoup de protos, parce que ça permet de tester vite les hypothèses, de débugger les problèmes. Alors, ça coûte un petit peu, mais on y gagne beaucoup, j'en reparlerai après. Je fais pareil aussi avec la prod chez moi. Quand le proto sort, je le donne à la prod, je dis allez-y, assemblez-le. Je donne pas plus de consignes. Comme ils m'aiment bien, ils viennent vite me dire ce qui marche pas. Et du coup, sur l'itération suivante, en fait, j'améliore et j'inclus leurs remarques là-dessus. L'avantage de prototyper, c'est vraiment ça, c'est que on a quelque chose de concret dans les mains, qu'on donne à des gens qui n'ont pas forcément la capacité d'intellectualiser, de projeter, parce que c'est des gens de terrain en fait, et c'est pas leur métier, c'est pas ce qu'on leur demande. En revanche, quand ils ont les choses dans les mains, ils savent très bien dire pourquoi ça va pas, et ils savent vous dire comment on peut faire mieux. Et nous, on le fait avec nos clients, avec nos équipes. Donc, en résumé, c'est vraiment ça, c'est vous déterminez vraiment plus les bugs parce que vous avez les choses dans les mains, et vous allez beaucoup plus vite, vous faites participer tout le monde. Nous, du directeur commercial jusqu'aux expéditions, en fait, tout le monde joue le jeu et a les choses dans les mains et font leur retour. Ça leur permet aussi de comprendre que c'est pas facile en fait de créer un produit et que tout le monde se sent un peu responsable à la sortie d'un produit. Et ça permet d'impulser le changement aussi sur les équipes. Alors c'est pas toujours facile. Là, je pense que dans cette salle, beaucoup ont été formatés comme moi à l'école en disant vous devez prévoir, planifier, anticiper, faire de la gestion de projet. Alors que le modèle itératif, c'est pas forcément ça. Alors du coup, notre boss nous a fait faire quelque chose de très sympa. Je sais pas si quelqu'un connaît dans la salle le Marshmallow Challenge. C'est un petit exercice de team building. Et là, c'est les photos de nous, ce qu'on a fait dans nos bureaux. Le principe est assez simple. En 17 minutes, vous devez construire la tour la plus haute possible à base de spaghettis, d'adhésifs et de ficelles pour mettre un marshmallow le plus haut possible. L'équipe qui a planté son marshmallow le plus haut possible gagne. Alors, outre le moment de team building un peu sympa, qui sort un peu du contexte, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez les gens fonctionner, et en 17 minutes, ils font ce qu'ils font sur le développement d'un produit, c'est-à-dire qu'ils prennent 10, 12 minutes à discuter, à se mettre d'accord, à dire on va faire comme ça, on va dessiner, on va se lancer. Puis au bout d'un moment, ils se disent oula, mais il reste que 5 minutes. Donc ils se lancent, ils ont juste oublié que la théorie, la résistance des matériaux, des spaghettis, c'est pas une matière qu'on voit à l'école. Et du coup, dès les premiers assemblages, ça marche pas. Et ils galèrent, et ils se dépêchent, et ils squeezent des détails. Et à 17 minutes, ils lèvent les bras. Et en général, ça fait tada patatra. Et il y en a quelques-uns qui y arrivent. Alors, il y a une équipe gagnante, mais moi, j'étais en haut à gauche. Je suis de formation technique et j'en ai pris un petit coup à l'orgueil, parce que moi, j'ai fait tada patatra. Et en fait, l'enseignement de ce challenge, c'est la catégorie qui y arrive le mieux sont les enfants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sautent toute la phase de planification. Ils passent directement à la pratique, j'essaye. Et du coup, en fait, ils ont gagné 12 minutes par rapport au groupe d'adultes sur l'itération. Et ça, c'est un bon moyen pour faire percuter les gens sur le fait que quand vous innovez, il y a une grosse partie des choses que vous ne maîtrisez pas, ce qui est normal. Il y a une partie que vous maîtrisez, mais il y a une grosse partie que vous ne maîtrisez pas. Et que le meilleur moyen de progresser là-dedans, c'est de tenter, parce que plus vite vous ferez des erreurs, plus vite vous aurez appris de vos erreurs et vous irez plus loin. Alors, juste en quelques mots, combien ça rapporte ? C'est à peu près la même chose sur les coûts. C'est-à-dire que vous avez les mêmes personnes dans vos équipes, vous payez leur salaire de la même façon, vous faites un peu plus de prototypes sur la partie cycle agile que sur le cycle en V, mais en matière de départ, sincèrement, ça se voit pas beaucoup. Il faut passer le cap de ça coûte sur la partie projet. C'est juste que derrière, vous avez beaucoup moins de retours clients, des trucs foireux, où vous êtes obligé de faire des claquettes face à votre client pour dire mais non, mais c'était prévu, vous inquiétez pas. Donc en plus, dans notre cas là, on arrive à inclure nos clients dans la conception. Donc eux, ils se sentent un peu partenaires et responsables. Pareil pour les équipes, et ils sont plus porteurs du projet. Mine de rien, ils se sentent responsables et en fait, ils se battent pour que le produit arrive en fait, et pour que le produit fonctionne. Et le dernier point, c'est que comme vous avez passé le produit dans vos mains, en même temps, vous apportez des fonctions que vous n'auriez pas imaginées à la base. Parce que vous voyez des trucs concrètement que vous n'aurez pas vu si vous étiez resté sur la base du papier et du cahier des charges. Voilà. Et je vous donnerai juste cette petite conclusion. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute.
Si vous avez le moindre doute sur un petit détail, il vaut mieux relancer un dernier proto, qui vous coûte encore une fois, mais il vaut mieux le vérifier parce qu'il vaut mieux un petit détail qui est corrigé et qui ne bug pas qu'un détail qui bug sur 1000, 10 000 ou 100 000 pièces derrière qui décrédibilise tout votre travail et votre entreprise. Voilà, merci. Merci Edouard. Donc si j'ai bien compris, en fait, le conseil que vous donnez, c'est pour accélérer le processus d'innovation, on va arrêter toutes les méthodes classiques, on commence directement par le proto. Si on se plante, c'est pas grave. En fait, c'est exactement là. Et là, on est là pour vous aider et limiter le plantage. Dans le les risque de d'accompagnement, c'est aussi l'intérêt, c'est que le fait de tester les hypothèses et de pas forcément lancer un proto en ayant toutes les fonctions. Actuellement, sur l'itération de New York, c'est le cas que j'ai. Tout n'est pas fini par le design. Et je leur dis, c'est pas grave, faites un proto parce que de toute façon, on en fera un deuxième, on finira après. Mais on va déjà tester tout ça et il y aura peut-être 30% de trucs qu'on validera et 70% de trucs sur lesquels on reviendra. Donc le NE et les parcours d'accompagnement aussi vous aident à diminuer l'impact de ça et d'aller plus vite dans vos développements et d'améliorer le time to market. Merci beaucoup, Edouard. Alors, je vais pouvoir le mettre aussi.